Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nos têtes, le podcast qui explore ce qui nous façonne, nous hante et nous élève. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un peu spécial puisque c'est le 5e Histoire et Débat de la chaîne. Et on va parler aujourd'hui de l'influence de notre éducation sur nos habitudes, mais aussi sur nos préférences. Et donc, pour explorer ce thème, j'ai la chance d'être accompagnée de 2 invités, Paul et Mounsef. Alors installez-vous bien, on plonge dans le sujet. Alors bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être là. Donc je vais vous demander de vous présenter. Bon, moi je m'appelle Abdel Mounsef, je suis étudiant à l'université de Poitiers. Mes hobbies c'est le football, le sport et les jeux vidéo. Et je suis invité ici. Merci Noémie. De rien. Merci à toi. Alors moi c'est Paul Akoué, doctorant à l'université de Poitiers, et honoré de l'invitation sur le podcast de Noémie. Merci à toi aussi d'être venu. Donc, alors, je vais commencer par la toute première question. Donc, est-ce que vous pouvez me raconter rapidement où vous avez grandi, dans quel environnement, que ce soit familial ou culturel? Donc, on peut commencer par toi, Paul. D'accord, on va le faire comme ça. Alors, moi j'ai grandi au Gabon, je suis Gabonais, dans une ville au nord du pays, dans un environnement familial, avec des gardes alternés entre papa et maman, puisque maman s'étant déplacée pour aller à la capitale pour poursuivre des études. Très tôt, j'ai dû m'adapter avec mon petit frère et mon père. Maman, on la voyait de temps en temps, essentiellement pour la période des vacances. L'environnement familial, il était jovial, avec le principe de la famille élargie en Afrique. Donc j'ai vécu avec mes oncles, mes cousins et mes cousines, et de temps à autre, la maison était le lieu de rencontre de plusieurs membres de la famille, qui soient éloignés, qui soient proches. Donc ça a été essentiellement ça le... D'accord. Donc tu as passé la plupart de ton temps avec ton frère et ton père, mais il y avait aussi tes cousins, cousines, etc. qui venaient donc à la maison. Certains qui ont vécu avec nous pendant des années. Ah oui, d'accord, ok. Avec des alternances. Un coup, 2 ans, après il y a un autre groupe qui vient, ils font 3 ans, donc ça a été comme ça. Ah ok. On a accueilli un peu tout le monde à la maison. Donc vous étiez très ouverts, par rapport à la famille, vous avez une perception plus ouverte que... Oui, parce que où nous étions dans une ville, et l'essentiel de ceux qui vivaient chez moi sont ceux qui revenaient de la région rurale. Et après l'obtention de leur concours d'entrée en 6e, ils devaient aller au collège, et venant en ville, ils n'avaient pas d'endroit où résider, donc notre maison a été un peu un tremplin pour ces personnes-là qui s'installaient en ville et qui 2 ans ou 3 années après pouvaient voler de leurs propres ailes, aller louer ou aller dans une autre ville. Et le groupe d'après revenait, ils gagnaient le concours, ils arrivaient, il fallait qu'ils s'adaptent. Donc ça a été un peu ça, le cadre familial. Ok, très bien. Toi, Mounsef, du coup? Moi, je suis né à Madrid, en Espagne. Un cas un petit peu spécial, mes parents sont marocains, tous les deux. Et j'ai fait toutes mes études jusqu'au bac à Madrid. Et j'ai grandi dans un quartier où il y avait beaucoup des immigrants. Et c'est plutôt un quartier conflictif, comment dire? Conflictuel, ouais. Conflictuel. Et merci à l'éducation de ma mère, ça a été. Et après, on a bougé en France. Ça s'est bien passé. Donc, du coup, les deux, vous êtes venus quand en France? Parce que toi, tu venais de Madrid et toi, du Gabon, donc en France métropolitaine. C'était à quel âge, du coup, que vous êtes arrivés tous les deux? Je suis arrivé en France il y a 3 ans, donc on va dire à 28 ans. Ah, d'accord. Et donc, t'as vécu vraiment toute ta vie au Gabon ou t'as quand même bougé entre-temps? Toute la vie au Gabon avec des voyages épisodiques, mais pas plus d'une semaine au Cameroun, en Guinée équatoriale. Mais bon, c'était essentiellement pour des séjours touristiques. Mais on va dire l'essentiel de ma vie, ou le plus gros de ma vie, je l'ai vécu au Gabon. D'accord. Et toi, du coup, Mounsef? Moi, le plus gros de ma vie, c'était à Madrid. Mais à 19 ans, quelque chose comme ça, là j'ai 27 ans. À 19 ans, on est venu en France.
Donc, c'est ça. Ok. Et donc, est-ce que je peux vous demander, donc toi, Paul, tu as dit que tu étais doctorant. Est-ce que je peux vous demander vers quelles études vous êtes vié? Alors, je suis dans une spécialité qu'on appelle la géopolitique, qui découle d'une formation de sciences géographiques, donc la géographie. Donc, je suis géographe de formation depuis la licence, mais après, étant intéressé par des questions politiques, par des questions d'actualité, par la culture générale, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours passionné. J'ai décidé de me spécialiser en géopolitique dès l'obtention de mon bac. Donc en réalité, au Gabon, l'année où j'étais en terminale, j'ai fait un séjour à la capitale pour aller à l'université. À cette époque, je me rappelle qu'au Gabon, on ne faisait pas encore la science politique parce que de base, je voulais faire de la science politique. Et c'est comme ça, lors d'une discussion avec mon papa, qui a été géographe aussi, puisque lui, il est enseignant d'histoire géo. Alors, il a fait l'équivalent d'un master en géographie politique. Du coup, naturellement, je me suis orienté vers le département de géographie. À l'issue de ma licence, j'ai postulé pour intégrer le master et après mon master, l'obtention de mon master au Gabon, j'ai obtenu une bourse pour poursuivre des études doctorales en géopolitique en France, à l'université de Poitiers. Bravo, bravo, félicitations. Alors, j'ai juste une petite question rapidement. Est-ce que tu penses que le fait que ton père ait travaillé dans ce cadre-là, ça a influencé le fait que tu veuilles toi aussi travailler dans ce domaine, ou ça n'a absolument rien à voir? Je pense que oui, énormément. Énormément? Ok. Parce que depuis tout petit, enseignant d'histoire géo, il avait beaucoup de livres d'histoire, de géographie. Ah ouais. Et du coup, je me rappelle que mes passe-temps favoris quand j'étais jeune, quand il suivait des informations qui, à la base, un gamin de 7 ans, 8 ans, ça t'ennuie. Ce qui m'intéressait souvent, c'est prendre des livres, les feuilleter, regarder des images. Donc j'ai découvert C'est après coup que je me rends compte que des images comme la conférence de Yalta, la conférence de Potsdam, je les ai découvertes très tôt, alors que je savais même pas encore de quoi il s'agissait. Et je me rappelais qu'à la fin des livres de géographie et d'histoire, il y avait souvent des autobiographies de personnages politiques importants. Et je me suis toujours amusé à les lire, à découvrir les noms de ces personnes-là, Lénine, Staline, Churchill. Donc je pense qu'en réalité, ça a joué grandement dans l'orientation vers la géopolitique. Je pense que c'est véritablement cette enfance-là, biberonnée dans des livres d'histoire et de géographie, qui m'ont inéluctablement conduit vers la géopolitique. Ok, oui, c'est super intéressant. Et donc, toi, Mounsef, tu t'es vié vers quel type d'éducation? Regarde, moi, mes parents, ils n'ont pas une grande éducation au-delà de ce qui est obligatoire. Donc, ils n'ont pas le bac. Et moi, j'ai poursuivi mes études parce que c'est un petit peu plus compliqué de trouver un travail en Espagne que d'étudier. Donc, ma mère a décidé de partir en France pour faire nos études ici, tous les deux, moi et ma sœur. Parce qu'en Espagne, ça coûte pas mal d'argent. Ouais, et ici, en France, c'est gratuit quasiment. Avec la bourse, c'est 100% gratuit. Mais si tu as pas la bourse, c'est pas grand-chose à payer. Tu payes 300 €. Et en Espagne, peut-être si tu rates ton année et il y a des matières qui te restent à rattraper, peut-être tu dois payer 300, 400, 600 € par matière. Donc on a décidé de bouger ici. Et en vrai, moi ce qui me plaisait beaucoup quand j'étais plus petit, c'était la biologie. Et je suis venu ici pour faire des études en biologie. Mais ça n'a pas marché parce que j'ai toujours des problèmes avec le français, mais avant c'était impossible. Oui, et je suis rentré directement dans l'université, je parlais pas un mot de français. Et je comprenais ce que le prof voulait de moi, mais j'étais pas capable de l'écrire. Donc ça... Tu comprenais le langage universel de la science exactement. Pure, mais la langue dans laquelle il fallait retranscrire les trucs, c'est elle qui te posait problème. C'est exactement ça. Et en plus, pour avoir des cours en français, ça coûtait à peu près 2000 €. Et pour le moment, c'était pas possible parce que tu fais un effort déjà, tu pars dans un autre pays. Ça coûte déjà pas mal d'argent, pas seulement d'argent, c'est un coût psychologique aussi. On dit que c'est très compliqué de changer de pays. Ah oui. Et j'arrive ici, j'ai fait une année de biologie, une année de biotechnologie.
Après, j'ai fait une formation totalement aléatoire, comme ça. Et j'ai rencontré une fille à la Croix-Rouge qui m'avait dit pourquoi tu ferais pas des études en LOA? T'as l'anglais, le français, l'espagnol, pourquoi tu fais pas ça? J'ai dit d'accord, je vais faire ça. Je suis venu à Poitiers, on a fait les études. Ah, c'est trop bien. Voilà, heureusement que tu l'as rencontré. Ouais. Ok, super. Donc, alors, d'après vous, je vais commencer par toi, Mounsef. C'était quoi les valeurs et les règles les plus importantes que tu as reçues dans ton éducation? Donc, principalement, l'éducation, on va se focaliser sur celle que tu as eue en Espagne et donc dans ta famille aussi. Bah moi surtout moi j'ai des parents qui contrôlaient beaucoup, tous les deux. Ma mère et mon père. Et en plus on est d'une famille musulmane, des musulmans. Donc il y a le côté religion qui rentre, qui est très ancré dans notre éducation. Je sortais, je disais à ma mère où je partais, je revenais, ma mère savait de où je venais et ils nous contrôlaient tout le temps. Mais c'était quelque chose qui était quasiment, on va dire, obligatoire. Parce que si tu tapes sur internet Vallecas, tu vas vite comprendre où on est né, où on a grandi. Dans la cité, du coup. Les butroneros de Vallecas, c'est des gens qui volent et leur spécialité, c'est de faire des trous. Et les trous, nous, on les appelle butrons. Et je sais pas comment ils font, mais ils font des trous dans des endroits et ils volent ce qui est dedans. Des trous, mais dans les murs? Ils sont très connus, les butroneros de Vallecas, si tu cherches. Dans des murs, dans des vitres, dans des... Ouais. Et ouais. Okay, ils ont normalement des motos. Et à la fin, moi je te dis, j'ai beaucoup des amis qui ont grandi avec nous. Et je peux te dire que les autres, ils n'ont pas eu l'éducation qu'on a eu nous, peut-être. Surtout que toi et ta sœur, vous en êtes très bien sortis. Enfin, les deux, vous faites 2 masters. C'est super, ouais. Mais c'est ça. Mais mes autres amis, moi je connais des amis qui sont en prison, je connais des amis qui sont bon, ils sont pas très bien quoi. Ouais, il y a un énorme décalage entre oui. OK. Donc c'était ça, c'était une famille qui contrôlait beaucoup, mais merci. Moi, ça vous a aidé. Ouais. Enfin, ça t'a aidé, et toi et ta sœur. Et toi, du coup, Paul? Alors, moi, les valeurs qui m'ont été transmises de par mon éducation, je te rappelais tantôt que j'ai appris dans une petite localité. Donc on a été très loin des turpitudes de la grande ambiance de la capitale. C'était une commune, on va dire une commune rurale quoi. À cheval entre le village et la ville. Donc les valeurs, ça a été l'esprit de partage, comme je te dis. On a été une famille où on a accueilli tout le monde. La fidélité à la famille. Ouais. Vous avez une perception de la famille. Par exemple, les maisons de retraite, est-ce que ça existe là-bas ou pas? Le fait de laisser ses parents en maison de retraite. Non, ça n'existe pas, parce qu'en fait, j'en discutais d'ailleurs avec une compatriote qui travaille dans une maison de retraite ici, et je lui disais qu'en fait, pour instaurer ce genre de service au Gabon, et essentiellement dans nos familles, il va falloir une éducation préalable. Parce que culturellement, pour nous, on a un devoir de responsabilité vis-à-vis de nos parents, parce que généralement ce qui se dit chez nous, c'est que le parent a pris soin de moi quand j'étais petit, quand j'étais sur les bancs d'école, et moi je me dois de l'accompagner vers la fin de sa vie. Oui. Donc pour quelqu'un qui déciderait, je vais parler au conditionnel, d'envoyer son parent dans une espèce de maison de retraite qui existerait chez nous, ce serait comme une façon de faillir à sa mission, la mission d'accompagner son parent vers la fin de sa vie. Et du coup, elle et moi, on se disait qu'en réalité, le modèle qui pourrait faire la part des choses, ce serait peut-être le système d'aide à domicile, quoi. Avoir des personnels qui iraient vers des domiciles, c'est-à-dire que la personne a un planning par jour, puisqu'il y a des personnes essentiellement où elle vit au village, tous les enfants sont à la capitale, parce que pour des besoins professionnels, personne ne peut vivre avec elle. Et se retrouve seule. Du coup, bon, ce qui peut arriver, c'est que les parents peuvent payer les services d'une infirmière, par exemple, ou d'un spécialiste, ou d'un professionnel du domaine qui viendrait peut-être chaque 2 heures par tous les 3 jours, quoi. Okay. Aider aux tâches dans la maison. Donc, il y a cette valeur, il y a cette culture du partage. Il y a le partage, il y a aussi le travail. Le travail. Parce que là où j'ai vécu, la seule activité que nous avions quand nous étions jeunes, c'était le lycée.
Donc on a toujours été dans une concurrence saine parce que, en réalité, ce qui faisait la distinction où on était, c'était le fait d'être brillant à l'école, quoi. Ouais. Donc tu rendais les parents fiers en étant brillant à l'école. Et ça avait une influence sociale Ouais, grande. importante. Puisqu'à le système gabonais était fait à l'époque au sortir de chaque trimestre, quand tu avais eu la moyenne, tu avais droit à une bourse. Ah ouais, ok. Il y a le travail, il y a aussi le fait de l'acceptation de l'échec. L'acceptation de l'échec parce qu'en fait, j'ai vécu dans un contexte où on m'a appris que échouer n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça te rend plutôt plus fort. Il faut savoir échouer. L'acceptation aussi de sa condition, de s'aimer soi. D'aimer la condition humaine de sa famille, quoi. Ah, ok. Ne pas toujours envier ce que l'autre a, parce que bon, on se contente toujours de ce qu'on a et on doit être fier de sa famille. Et c'est quoi qui fait qu'on vous a appris, enfin comment on vous a inculqué ces valeurs-là? En réalité, c'est parce que nous avons vécu dans un contexte où la collectivité prime sur l'individu. D'accord, oui, vous n'êtes pas individualiste. C'est-à-dire que nous, non. Moi j'ai l'impression qu'ici c'est un peu le contraire. En fait, on est dans des contextes où le village est, franchement, quand je te parle de cousin, c'est-à-dire que je parle de cousin pour que tu essaies de comprendre. Mais en réalité, dans ma langue, le terme cousin n'existe pas. Nous sommes tous frères, tu as ton frère, tu as ta soeur. Il n'y a pas de cousin. Ah, c'est super. Parce que le frère de ton père n'est pas ton oncle. Dans notre contexte, l'oncle, c'est le frère à ta mère. Le frère à ton père et ton père. Et du coup, tous les frères à ton papa, tu les appelles papa. Ah, ok. Donc on a vécu dans cette... C'est super ça. Dans ce contexte-là où on va te dire que l'enfant n'appartient pas au père. L'enfant appartient à la collectivité. Ce qui fait qu'il y a des principes qui sont un peu archaïques chez nous. Le principe de l'adoption. Parce qu'en réalité, le fait d'avoir perdu ton père et ta mère ne fait pas de toi un orphelin chez nous. Oui, parce qu'il y a... Tant que les frères de ton père et les sœurs disons, les consanguins de vos deux parents existent, vous ne pouvez pas être pris comme des orphelins parce qu'en réalité, ils remplacent ceux qui sont partis. Ah, ok, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, vous, dans votre famille, Mounsef, j'ai pu percevoir aussi que vous avez cette vision du partage, d'accueillir les gens à bras ouverts. Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus ? Oui, ça c'est quelque chose qui est ancré dans notre religion. Nous, on dit qu'on a un devoir envers les gens qui viennent chez toi. C'est-à-dire le fait de les accueillir. C'est pour ça que tu vois à chaque fois que quelqu'un vient chez nous, il se sent chez lui. Maison, oui. Mais vraiment. Il est tranquille, et il peut faire tout ce qu'il veut. On va essayer de lui fournir ce bien pour qu'il reste bien à l'aise. Oui. Mais c'est quelque chose qui est ancré dans notre religion, mais c'est aussi quelque chose que ma mère a fait toute sa vie. Et elle nous a inculqué ça petit à petit. Moi, ma sœur, mon père est un petit peu différent, mais c'était surtout, nous on a eu la grande majorité de notre éducation, c'est fait par ma mère, pas mon père. Mon père plutôt il travaillait. Ouais, bien sûr. Et c'est tout. Après, tu vas pas trouver ça chez tous les musulmans, c'est vrai. Mais moi, je l'ai quand même vu beaucoup. Dans la majorité des foyers musulmans, on m'a toujours accueilli à bras ouverts. Exactement. Toujours. C'est quelque chose qui est ancré dans la religion. Donc, c'est-à-dire, ce qui dit la religion, c'est tu dois accueillir un invité chez toi pour 3 jours. Ça, c'est qui dit la religion. À partir du 3e jour, c'est plus un invité. Ok. Du coup, c'est quoi? C'est la famille ou... Non, c'est différent. Là, oui. Peut-être tu dois dégager, peut-être tu peux rester, mais ça dépend de foyer, ça. Mais c'est quelque chose qui est plutôt ancré dans la religion. Ok, bah écoutez, c'est super intéressant. C'est vrai qu'en France, par rapport à ça, on est beaucoup plus individualiste. Bon, après, moi, j'ai grandi avec une mère espagnole, donc j'ai quand même... en Espagne, culturellement, on a tendance à accueillir les gens aussi avec les bras ouverts. Mais j'ai quand même grandi en France et je sais que on est beaucoup plus individualiste à ce niveau-là. Quand je parle de ma famille ou que mes copines françaises me parlent de leur famille, elles sont surtout focalisées sur frères, sœurs, mère et père. Les consanguins. Comment ça? Les consanguins. C'est quoi les consanguins? C'est-à-dire celui avec qui tu es même père, même mère. C'est ça, on appelle consanguin. Ah ok, d'accord, je savais pas.
Et par contre, pour eux, les cousins, etc., ils peuvent les voir ponctuellement, mais ils ont quand même une certaine distance avec eux. C'est pas quelqu'un qui fait à part entière part de la famille. Ok, bon, merci beaucoup pour vos témoignages. Donc là, on passe à la 3e question. Alors, je voulais savoir si, donc par rapport à la manière dont vous avez été éduqués, etc., est-ce qu'il y a des comportements ou des habitudes que vous reproduisez encore aujourd'hui, sans trop y penser, et qui viennent clairement, donc uniquement de votre famille et de votre éducation à vous, en particulier? Ouais. Moi, je vais dire, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le fait d'aimer rester chez moi. Ne jamais dormir ailleurs. Quand j'étais en famille, mon père avait instauré le principe du couvre-feu. Et malgré le fait que je sois sorti de chez mes parents, j'ai l'impression que le principe du couvre-feu m'habite encore. Ah ouais? Okay. Quand une certaine heure me trouve dehors, j'ai envie d'être chez moi, je suis pas trop à l'aise, quoi. C'était à quelle heure? Ça a évolué. En fait, le contrat entre lui et moi, c'est qu'à mesure que j'évoluais dans les classes, on repoussait l'heure du couvre-feu. Ah ouais. Et quand j'abusais un peu, il ramenait l'heure. S'il me disait que c'était 21h, le jour où je rentre à 22h, il dit bon, finalement, la semaine prochaine, on repasse à 20h30. Okay. Jusqu'au moment où, je suis arrivé en terminale, il m'a dit, bon, il n'y a plus de couvre-feu, quoi. T'es conscient, t'es grand. J'ai fait comme tu veux, mais aujourd'hui encore, alors que je suis loin d'eux, cette habitude, je l'ai gardée, quoi. Donc par exemple, si t'es dehors à 1h30 du matin... Je serais pas à l'aise. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est incroyable quand même. Et même le fait d'envisager de dormir chez quelqu'un, non. Ça me plairait pas. Mais juste un inconnu ou juste chez quelqu'un? Même un ami. Ah ouais? Oui. Je sais pas parce que mon esprit est tranquille quand je dors chez moi, dans ma chambre. Et je pense d'ailleurs que ça m'embête parce que même quand je dois voyager pour un certain moment, ça doit être compliqué. Je me sens pas bien, quoi. Je me rappelle quand je suis allé pour mon séjour de recherche à Bangui, la première semaine c'est souvent difficile, quoi. Parce qu'en fait, il faut que je me j'apprivoise le milieu. C'est bon. Le fait d'avoir l'habitude toujours de rester chez moi, parce que conséquemment aussi, ça m'a rendu un peu maniaque. Mais qu'est-ce qu'il fait chez toi? C'est ça, c'est parce que ma maman était portée sur le rangement, donc rester chez moi, être maniaque, c'est deux choses franchement qu'aujourd'hui j'ai gardé pour moi. Mais qui les gens ne le savent peut-être pas, ça a été un combat de longue haleine des parents. Parce que j'étais très turbulent quand j'étais enfant, donc il a fallu pousser très fort pour que je le fasse, mais c'est très récemment, il y a quelques années, que je me suis rendu compte que finalement, je suis plus sur la coupe des parents, mais c'est resté. Et j'ai du mal à m'en départir. Et quand tu parles de maniaque, tu l'es à quel niveau? Attends, parce que tu as posé une question d'abord. Oui, je me demandais, c'est quoi chez toi? Parce que quand tu dis chez moi, je pense à France. L'endroit où je vis, où il y a toutes mes choses. Oui, c'est un endroit physique pour toi. Ouais, ton appart. Même quand je suis chez mes parents, je me sens plus chez moi. Plus? Ah ouais? Non. Ça doit être parce que essentiellement, je dors dans la chambre d'amis. Je sais que je suis là pour un séjour. En fait, je peux pas faire ce que j'ai envie de faire, quoi. J'ai pas tout ce qui est à moi. Du coup, il peut m'arriver de vouloir faire un truc un soir avec. Je sais que j'ai ça chez moi, mais quand je suis chez mes parents, il y a pas ça. Je sais pas où telle chose est posée. Moi, quand je suis chez moi, quand je rentre, même dans le noir, je sais que là, à tel endroit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais chez mes parents, je sais pas. Et essentiellement, la chambre où je dors, je l'aménage pas. C'est essentiellement, je rentre le soir, je me couche, le matin, je me lève, en me disant que bon, dans bientôt, je repars chez moi. Ah ouais, ok. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Ok, c'est une vraie particularité. Ouais. Et toi, du coup? Moi, j'ai pas spécialement une particularité comme ça. Mais si je dois dire un truc, je dirais, comme je te disais, ma mère, quand on était petit, elle devait savoir où on était tout le temps. Et aujourd'hui, si je suis quelque part, je dois dire à ma mère, même si elle me demande pas. Moi, c'est pareil. J'ai la même chose. Je dois appeler ma mère tout le temps et lui dire... Donc, moi, personnellement, elle me demande pas beaucoup où je suis ou qu'est-ce que je fais. Mais à chaque fois, je vais dire, je suis là parce que
je pense à elle, peut-être elle va être Stressée. ouais, stressée un Ouais. peu, mal à l'aise, ou elle va se demander il est où, il fait quoi. Même si moi je sors pas de chez moi, hein. Je suis quelqu'un qui aime rester à la maison. Mais c'est ça, si je sors ou je fais quelque chose, j'envoie quelque chose à ma mère. Moi, je faisais ça avant avec ma mère, sauf que je lui avais vu que moi, je vis plus avec... Enfin, je vis loin de chez mes parents. Elle avait ma localisation en direct. Et à chaque fois, elle me voyait bouger, elle me disait « Tu vas où? T'es chez qui ?» Et là, petit à petit, je l'ai enlevée parce que je me suis dit « Bon, je suis quand même grande. Il va falloir que je devienne plus indépendante. » Mais c'est vrai que je l'appelle toujours au moins 1 ou 2 fois par jour et dès qu'il m'arrive un truc, je l'appelle direct. Moi, la mienne, par exemple, lors de mon restant séjour, il y a quelques semaines là, il a fallu qu'elle et moi on ait une discussion. Parce que je sortais avec des potes, j'avais un véhicule puisqu'on vit loin, j'avais loué une voiture. Et elle m'appelait quand il était 1h du matin. Tu t'imagines? Je rentrais à 2h, il ne dormait pas. Je lui dis, et là on se calme là, parce que je vis déjà très loin de toi, à des milliers de kilomètres. Tu me surveilles pas là-bas. Je pense que je suis assez vieux pour que tu me fasses confiance. J'avoue, tranquille. Je sais prendre soin de moi. T'inquiète. Je ne risque pas de me faire agresser. En plus, je suis vraiment conscient qu'on vit dans un quartier, dans une ville où à certaines heures, circuler seul, c'est dangereux. Donc j'ai pris un véhicule. Donc si j'étais chez des potes, je pars de chez mon pote, je descends de la voiture devant la maison. Ah Donc oui. tu peux dormir tranquille quoi. Ouais. Mais je te jure que pendant 2 semaines, elle m'appelait. T'es déjà où? J'arrive. C'est trop mignon. Mais je pense que c'est un truc de maman, ça. C'est même les pas mères, culturel, c'est les mères. Ils sont comme ça. c'est des mamans. Moi Ah je me suis oui. dit qu'en fait, pour elles nous voient toujours comme l'enfant qu'elles ont toujours vu. Ah, Toujours, mais oui. ça va être comme ça toujours. Et ma mère, C'est elle- difficile pour elle d'accepter que t'es devenu un adulte. Pour vous dire, ma mère, elle travaille dans une maison de retraite. Et en fait, elle a vu, alors elles sont mortes les deux, malheureusement. Mais il y avait la maman et la fille, donc la maman qui doit avoir 95 ans, et la fille 80, un truc du genre, Waouh. ou 79. Et la maman, à chaque fois, elle disait « Viens ma chérie, allez, attention, tu n'as pas fermé tes boutons !» à sa fille, alors que sa fille avait 70 ans et quelques. Mais elle la voyait toujours comme son bébé. Enfin, vraiment, elle lui parlait comme sa fille, elle lui disait « Mais t'as pas pris d'eau, ma chérie, il faut que t'en prennes !» Et la fille était là « Oui, maman !» Donc, ma mère, elle avait trouvé ça tellement mignon, parce que vraiment, malgré l'âge, tu verras toujours ton enfant comme ton fils, comme ton bébé. Ouais. Comme moi, je vois mon chat, en fait. Bah oui, parce que j'ai vécu. Nous, on trouve ça assez. Quand on est encore jeune, hein, on trouve ça assez. Dérangeant, on va dire. Est-ce que dérangeant? Assez. Je dirais pas que c'est dérangeant, mais. Ça a un truc. C'est un truc beau, c'est beau, comme disait ta maman. Mais aussi, ça suscite aussi l'étonnement. Et peut-être Oui. mais elle sait pas que sa fille, elle a la soixantaine révolue. Hein. Oui, c'est vrai. Sa fille, elle est la grand-mère de quelqu'un. C'est ça. T'imagines, Et toi, ouais, ta elle a grand-mère, eu sa fille. Et... se faire chuchoter par sa maman, ce serait bizarre quand même. Mhm. Oui, mais ça reste mère et fille à la Non, mais toi, Ouais. le petit-fils, quand tu verras qu'on le fait à ta grand-mère, tu te dis, mais. Ouais, En fait, mais- à la ouais, limite, c'est ça va vrai te que faire rire. Ouais. Bon, alors, on va passer à la 4e question, donc il en reste plus beaucoup. Alors ça, c'est une petite question qui est liée, étant donné que les deux, vous êtes arrivés en France métropolitaine plus tard. Est-ce que vous avez remarqué un moment où vous avez découvert que quelque chose qui vous semblait normal ne l'était pas pour les autres? Alors, ça peut être lié à votre arrivée en France, mais ça peut aussi être lié à un choc culturel qu'il y a eu quand toi t'es parti au Cameroun, par exemple, je crois que t'avais dit, ou toi ailleurs. Quelque chose de normal. Quelque chose qui te semble normal à toi, à ton mode de fonctionnement qui vraiment est totalement naturel, et que les autres étaient un peu surpris quand tu l'avais fait. Nous, on a une chose au Maroc, c'est que, je sais pas si c'est quelque chose des Arabes, mais au Maroc, si tu viens chez moi par exemple, et tu es en train de manger, ma mère, ou c'est lui qui est en charge de la maison, il va te dire de manger, tout le temps. Ouais, j'ai vu ça. Il va te dire, mange, pourquoi tu manges pas? Ouais, c'est Mange, vrai. mange. Et ça, c'est quelque chose que, pour les Français, je crois que c'est pas normal. Oui, c'est vrai. C'est comme si je parlais avec des amis et c'est comme si on les forçait Ouais, à manger. ok, je Et vois. ils se sont forcés et ils mangent. Hmm. Comme si on les obligeait. Mais non, c'est tout simplement de la bienveillance. Oui, ça vient d'une de très part bonne de, intention. voilà,
de patron de la maison. Dans ce cas, ça serait ma mère. Donc c'est ma mère qui va te dire mange, je te dis mange. Mais c'est pas malveillant. On veut pas que tu manges plus que ce que tu peux, mais c'est par amour. Voilà, c'est tout simplement comme ça. On fait ça et ça, c'est quelque chose que tu comprends en étant marocain. Tu vas chez quelqu'un, il te dit mange, tu dis oui d'accord, mais tu manges pas. Il y a pas de problème, il veut pas te dire non, t'as pas mangé. Mais c'est quelque chose qu'ils font au Maroc. Ok. Et c'est quelque chose que tout le monde comprend, même si on n'explique pas. Mais si tu vas quelque part d'autre et on te dit mange, peut-être la personne elle n'a plus envie de manger, elle est là en train d'avaler. Sans forcer, ouais. C'est quelque chose comme ça. Alors moi, je sais pas si je dirais que c'est quelque chose qui m'a touché personnellement, mais c'est un constat que j'ai fait. C'est-à-dire que je suis arrivé dans un milieu où les gens la chaleur humaine était ce qui comptait le plus. Et il y a quelque chose qui m'a choqué ici, c'est le repli sur soi. Dans des lieux réputés être des lieux de partage, de communion, de sympathie. Au Gabon, quand vous prenez les transports en commun, beaucoup de gens sympathisent, font connaissance dans les transports en commun. Quelqu'un lance une conversation et tout le bus se lance dans la conversation, quoi. Ah, c'est trop bien. Ça rigole, mais j'ai été choqué quand je suis arrivé ici, je me rends compte que tout le monde a son casque. T'as du mal à parler dans le téléphone, même quand tu reçois un coup de fil dans le bus. T'as du mal à parler, alors qu'au Gabon, je te jure que tu reçois un coup de fil, il y a 3 ou 4 personnes à côté de toi qui vont participer à ta conversation. Hein. En Espagne, c'est pareil. Honnêtement, c'est ça que j'aime en Espagne. Du coup, ça fait que j'ai fini par l'accepter. Parce que bon, je sais pas, étant casanier, j'aime beaucoup le calme. Je me suis dit, donc on pouvait aussi avoir le calme sans risquer d'être perturbé. Mais ça m'embête parce que quand je rentre, j'ai envie de retrouver ce calme-là que j'ai l'habitude d'avoir. Du coup, quand je monte dans un bus avec un casque, les gens me regardent bizarrement. Et ils me disent, tiens, toi tu t'es occidentalisé, c'est pas bien. Et il te sort ses commentaires. Ouais. Ah donc, oui, c'est comme ça. Pour les transports en commun et pour les bars aussi. dinguerie. T'imagines, en fait, chez nous, le principe du bar, c'est que plus on fait du bruit, plus les gens sont attirés par le bar où on fait le plus de les buvettes, la terrasse où on fait le plus de bruit. Ouais. Intéressant. Ce qui fait qu'en réalité, vous allez vous amuser, donc comme nous discutons là, vous ne pouvez pas le faire parce que la musique est tellement forte que vous êtes obligé de crier pour que vous vous entendre, alors que vous êtes peut-être à 2 mètres l'un de l'autre. 2 mètres, c'est même trop, on va dire 50 cm l'un de l'autre, ou une centaine. Mais ici, c'est local. Ici, tu t'arrives en terrasse au niveau de la place d'hôtel de ville. C'est vrai. Il n'y a pas de musique. Et ça bouge pas beaucoup. Parfois, il y en a, oui. Mais c'est vrai que c'est calme. Calme. Oui, c'est calme, hein, parce que quand je dis musique, je sais de quoi je parle. Hein. C'est que ça démange. Hein. Comment ça? C'est bien fort. Mais c'est une sono de taille. C'est une énorme sono. Mais c'est pas des petits trucs, hein. C'est pas des petits JLB, hein. C'est des grandes sonos. Ouais. Et t'as peut-être 5 à 6 bars qui sont alignés et chacun en a peut-être 2. Et chacun joue de sa musique. Des fois, ils s'assemblent, ils trouvent un DJ qui joue de la musique et c'est là, on mange du poisson à côté. Troisième chose qui m'a paru bizarre, c'est l'épicier du coin. Ça n'existe pas ici. Le quoi? L'épicier du coin. C'est quoi pour toi l'épicier du coin? El chino, en espagnol. Je pense, non? On a au Gabon ce qu'on appelle le boutiquier. C'est-à-dire que dans chaque quartier, vous avez toujours une petite épicerie qui est ouverte peut-être jusqu'à minuit. Mais dans tous les quartiers, il y en a 3, 4 ou 5. C'est là-bas chez celui on achète le pain. C'est chez lui le soir que tu peux acheter la boîte de sardines, que tu peux acheter des œufs. Ce qui fait que même à 23h, quand tu as une faim, tu es en capacité d'aller chez lui. Mais il y en a ici. Il faut. Au centre-ville, vers Place Le Petit, il y en a un petit qui vient d'ouvrir. Chez nous, je vois pas si tu te rends compte. Chez nous, t'as pas besoin de faire des kilomètres, quoi. Ouais, c'est à côté. Il est juste à côté. Et où tu fais tes courses? Tes courses, normalement, tu les fais dans un supermarché? Oui, tu le fais dans un supermarché, mais lui, il a aussi ses produits là. En fait, il a le minimum, quoi. Si tu veux faire une omelette le soir, il en a, hein. Il y en a même qui vendent à bouffer. Qui vendent de la volaille. Donc, en fait,
ça a été dépaysant pour moi. Parce que moi, tu pourrais revenir du travail à 23h, tu dis, ah, bon, je vais m'arrêter chez le boutiquier. Je vais prendre de quoi aller cuisiner. Mais ici, si t'as pas pris le pain à nous qui sommes à Marie-Curie, Tu manges pas. si t'as pas pris le pain à Leclerc à 1h, tu crèves de faim. Hein. Si tu commandes pas en ligne, là encore, c'est là où tu peux te sauver, mais bon. Après, dans les grandes villes, par exemple, à Paris, il y en a. Ma mère, elle a fait ses études d'infirmière à Paris, mais elle allait tout le temps dans l'épicerie du coin. Hein. Et c'est pour ça qu'elle aimait trop Paris, d'ailleurs. Mais je pense que Poitiers, c'est trop petit par rapport à ça. C'est possible. Mais par exemple, au Maroc, c'est pour ça que je te demandais si tu faisais tes courses dans le supermarché. Nous, on a le système de Hanout, on dit. Hanout, ça veut dire un magasin. Tu peux acheter tout, quoi que ce soit. Et nous, on fait pas des courses, genre on va dans un supermarché, on achète des choses, non. On achète que là. Tous les jours, tu achètes les choses qu'il faut pour la journée chez lui. Et c'est pas plus cher? Non, à la fin, non. Non, parce que souvent, les supermarchés souvent, au les mêmes Maroc, prix. c'est des prix d'Europe. Ah oui. Avec un salaire du Maroc. C'est-à-dire tu es payé 600 euros à peu près. Et tu as les prix de France hein, dans les supermarchés. Donc les gens achètent au Hanout. Ça dépend du produit, hein, je pense. Non, On a si le tu même- vas dans... Tu sais, en fait, ce que tu dis là, j'ai eu le même problème au Gabon. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une... C'est beaucoup plus des préjugés. C'est-à-dire que quand il y a des produits qui coûtent excessivement cher, d'accord. Par exemple, il y a des produits, quand tu vois le prix chez nous, tu vois ce que tu l'achètes en euros, c'est 4 fois le prix que ça coûte ici. Mais tu as d'autres produits aussi qui coûtent quasiment le même prix. Oui, ça c'est vrai. Mais le problème, c'est que les gens n'y vont pas parce qu'ils se disent que bon, c'est une grande enseigne, moi j'ai pas un grand salaire, du coup je vais pas aller me ruiner là-bas. Alors qu'il y a des produits qui, le plus souvent, chez l'épicier du coin, peuvent coûter plus cher que ça nous coûte là-bas. Dans le cas de Maroc, moi je pense que c'est un peu différent. J'ai C'est vrai, jamais t'as été au raison. Maroc, j'ai bien envie d'y aller pour la canne. Moi aussi, je veux trop y aller. Ouais, ça va être Mais intéressant. donc moi je parle du cas du Gabon, c'est-à-dire que ça Mhm. existe. C'est-à-dire que les gens préfèrent acheter des pommes. Des pommes, nous on appelle ça les pommes de France. Est-ce que le mot France doit être ajouté? Je sais pas. On appelle ça des pommes de France. En réalité, des pommes de Golden et tout. Les gens préfèrent les acheter chez des personnes qui les vendent, qui les achètent au moindre coût parce qu'ils sont Particulier. variés, tu vois. Alors que dans les grandes enseignes, on les vend au kilo. Et ça coûte moins. Oui. Et il sait pas que quand il l'achète au kilo, ça lui coûte moins cher que quand il en achète 4 à peut-être 1,50 €. 1000 francs CFA, on va dire l'équivalent 1,60 €. Tu vois? Mais lui, comme il voit que c'est une grande enseigne, c'est destiné à des personnes issues d'une certaine classe sociale. Il n'y a pas sa place, donc lui, il préfère pas y aller parce que pour lui, le préjugé qu'il s'est établi, c'est que si tu y vas, ça coûte nécessairement plus cher que celui qui est au l'épicier du quartier ou les gens qui sont issus de notre classe et moi, on a l'habitude de faire nos courses. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Ça peut arriver aussi au Maroc. Mais il y a des produits aussi qui, quand tu y vas, aïe aïe aïe, tu vas avoir un parfum, tu te dis aïe aïe. Je te dis, bon, je vais me calmer un moment. Je préfère aller acheter en France, mais sinon là-bas, non. Non, merci. Quand tu vois un parfum Zara qui peut te coûter 80 balles, tu dis, Attends, non, mais merci. c'est un Je euro. préfère aller un le Zara prendre en ici France, coûte moi. 20 €. Mais ouais. Je préfère aller le prendre en 80. France. C'est que ça dépend où tu es Ah ouais, je savais pas. dans le monde. C'est-à-dire, Zara, en Chine, c'est un produit de luxe. Et en Colombie, par exemple, un produit de luxe. Quand je dis luxe, je te parle Gucci, Prada, un truc comme ça. Ah ouais. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent de Colombie, ils viennent avec une valise Zara. vide pour la remplir des produits de Zara en Espagne. Ils achètent Zara en Espagne. C'est Zara en pas cher Espagne, en c'est plus. C'est Bah, c'est c'est pareil. moyen, c'est comme si... Stradivarius, Bershka. Ouais, voilà. un C'est truc pareil comme ça. chez moi. Hein. Ah ouais, Zara. Et ils vont là-bas. Est-ce que, avec le recul, il y aurait certains aspects de votre éducation que vous aurez changé? Oui. Je pense qu'on en a parlé déjà. Cette cassure, je peux dire ça comme ça, ce compartimentage en rapport à certains sujets. Moi, si c'était à refaire, je créerais beaucoup plus de liens affectifs, de communication. Parce qu'on a vécu j'ai vécu avec des parents où on ne parlait pas. Chacun savait chacun savait ce qu'il avait à faire.
pour te dire, avec papa, on pouvait se faire une semaine dans la maison, on n'a pas de discussion. Ouais. Ben ouais. Parce qu'on avait un emploi de temps, je savais ce que j'avais à faire le matin, je savais ce que j'avais à faire quand je rentre des cours. Il savait ce qu'il avait à faire. On avait déjà une espèce de mécanique bien huilée dans la maison, mais pour certains sujets, j'ai dû faire recours à des personnes extérieures. Quel genre de sujet, par exemple? Les sujets liés à la sexualité, j'en ai pas jamais parlé à mon père. La première fois que lui et moi on a abordé une question liée à ma vie sentimentale, c'est lors de mon dernier séjour. Ma maman, elle m'a jamais parlé de sexualité non plus. Je me rappelle une fois, je revenais de l'école. Et quand j'ouvre la porte de ma chambre, je trouve un paquet de préservatifs. C'est elle qui l'avait balancé. En fait, une façon assez voilée de te dire que je sais que tu es un grand garçon, préserve-toi. Mais jamais elle ne m'avait appelé pour qu'on ait ces discussions. Parce que bon, pour elle, c'est un sujet assez délicat et elle ne sait pas comment l'aborder. Parce qu'elle-même aussi, puisque je t'ai rappelé qu'elle m'a eu à 12 ans, elle-même n'a jamais eu cette discussion avec sa mère. Du coup, elle ne sait pas comment s'y prendre. On a dû apprendre, c'est moi. Mais personnellement, je l'ai compris très tôt. Et moi, je l'ai poussé à discuter. Mais bon, si c'était à refaire, je pense que j'aurais mis ça en place beaucoup plus tôt. Parce que moi, je l'ai fait parce que je me suis dit, il ne faudrait pas que je laisse passer ça. Parce que si je laisse passer ça, mon petit frère subirait la même chose. Mais tu sais ce que tu peux faire? Moi, ma mère, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle nous avait déposé un cahier lié à la sexualité quand mon frère a eu 12 ans, dans les toilettes. Il y avait tout dedans. Je pense qu'elle était un peu mal à l'aise d'en parler aussi, parce qu'elle venait d'une famille qui... elle a grandi chez les témoins de Jéhovah. Ah ouais. Donc eux, ils étaient pas très ouverts. Ouais, alors là, la sexualité, je connais le truc. Et bon, elle y est plus maintenant. Pas le droit de se faire perfuser à l'hôpital. Pas de Noël, pas d'anniversaire. Pas de transfusion sanguine. C'est assez... J'ai connu des amis qui ont vécu dans ce monde-là, c'est assez... Oui, c'est très très strict. C'est très strict et donc elle en est sortie. Ils sont très étouffants aussi. Ah oui. Et ils venaient partout en Espagne. Quand ils commencent à venir chez toi, sur les portes, si tu leur ouvres la porte, c'est fini. Hein. Mais moi, en plus, mon grand-père, il faisait partie de ceux qui faisaient les réunions. Voilà. Donc en fait, il y avait des messieurs qui venaient quand on allait chez lui. Avec la tour de garde. Ouais, nous, on allait dans la chambre encore avec mon frère. Moi, ma mère s'essayait à parler avec eux. Elle est trop mignonne, ta mère. Et elle ouvrait la porte, madame rentrait et elle parlait avec elle. Et ils arrivaient jamais à un point. Ah mais oui, du coup, il y avait des... Ah ouais. Et ma mère, du coup, elle devait taper à la porte de ses voisins quand elle était petite, donc qui étaient ses camarades de classe, et du coup, ils se foutaient de sa gueule, la pauvre, après, à l'école. Ça a été dur. Mais bon, tout ça pour dire que, en fait, elle n'abordait pas la sexualité naturellement, ça venait pas d'elle. Et du coup, elle nous a acheté un petit cahier avec toutes les informations dedans, et donc on passait des heures aux toilettes avec mon frère. Mais voilà. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi Toi, de mère de famille, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu... Est-ce que tu irais dans le même sens que ta maman ou tu Moi, j'ai trouvé que c'était très bien comment elle a fait par rapport à la sexualité. J'ai trouvé ça très bien parce que aussi, je pense que quand t'es un enfant, tu peux te sentir mal à l'aise que ton parent il te parle de ça. Enfin, moi maintenant, ça me dérange pas parce que c'est bon, je suis grande. Mais c'est vrai que je pense qu'à 12 ans, je me serais sentie un peu étouffée par le fait qu'on me parle de ça, alors que moi, je jouais à Wozworld ou aux Sims. Enfin, vraiment, j'étais pas du tout concentrée sur ça. Mais maintenant, moi, je pense que je ferais pareil et aussi, je proposerais d'en parler. T'étais proche d'elle? De ma mère, oui, très proche. Très proche. Mais malgré le fait que tu étais proche, tu pensais... Donc, tu avais des sujets. Par exemple, si tu avais eu ton premier petit copain, par exemple, au lycée, ton amour du lycée, au cas où tu aurais un problème, ta première peine de cœur, tu lui as partagé? Oui, elle est venue, elle m'a séché les larmes. J'étais au bout de ma vie. Oui, non, honnêtement, pour ça, j'ai aucune honte. On peut toujours lui parler de ce qu'on veut. Après, mon frère, il est beaucoup plus privé à ce niveau-là. Lui, il nous en parle pas. Il peut nous raconter des petites expériences comme ci, comme ça, mais sinon, je sais qu'avec elle, ou mon beau-père, ou autre, je peux leur parler, je peux leur dire si c'est bien ou pas. Okay. Ils sont ouverts pour ça, il n'y a pas de souci. Et toi, du coup? Changer quelque chose, à changer. Peut-être un petit peu plus de communication avec mon père. Peut-être que ça. Ok. Parce que mon père s'était travaillé, on revenait... Après, avec le temps, j'ai eu l'occasion de parler beaucoup plus avec mon père. Là, avec cet âge, là, mon père, c'est comme un ami. Mais avant, ce n'était pas comme ça. C'était le père, c'était le chef. Ouais.
général, tu passes pas par ici, si je dors, tu vas voir, si tu me réveilles, des choses comme ça. J'ai une Donc copine. j'ai pas parlé beaucoup avec mon père, peut-être ça. Moi, j'ai essayé quand même de comprendre. Parce que j'ai peut-être cette mauvaise habitude de toujours vouloir me mettre à la place de l'autre pour comprendre pourquoi il agit de la sorte. Mhm. Et je me suis dit qu'en fait, moi, si je deviens père demain, l'une de mes plus grosses peurs, et disons, c'est pas une peur en tant que telle, mais l'un des grands défis que je pense que je devrais relever, et que tout parent doit relever, c'est le fait d'éduquer un enfant dans un monde qui a complètement évolué, que tu ne comprends pas toi-même. Ouais. C'est peut-être ce double apprentissage là où le parent doit apprendre à comprendre le monde dans lequel évolue son enfant. Parce qu'il n'a pas, il est complètement différent de celui dans lequel lui il a vécu sa jeunesse. Les choses ont changé. Bon, voilà pourquoi je sais pas si c'est le cas pour vous. Hein, nos parents, mes parents. Oui, ça a changé. C'était mieux avant. Nous, à notre époque, c'était mieux. C'est toujours Parce que pareil. simplement, tu comprends tout de suite que bon, nous, on a des trucs, on a des passe-temps qui n'étaient pas les leurs, parce qu'on a des trucs qui existent à notre époque, qui n'ont pas forcément existé dans la leur. Donc, ils ont dû s'adapter à cet écosystème. Et du coup, en tant que parent, je me dis, j'ai essayé de comprendre le truc et je me suis dit, c'est peut-être ce qui m'attend aussi moi en tant que parent demain, c'est-à-dire que je devrais éduquer un enfant dans un monde que je comprendrai plus, où je serai largué. Ouais. Parce qu'ayant un certain âge, je vais me détacher de certains trucs. Or, lui, il s'intéressera justement à ça. Et la difficulté que j'aurai peut-être en tant que parent, ce sera déjà de me réadapter à des choses qui ne sont pas de ma génération. Et d'éduquer un enfant dans un monde qui comprendra peut-être mieux que moi. Bien sûr. Et ça, c'est un chemin qu'il devra faire un peu seul aussi, que tu le veuilles ou pas. Alors, tu devras relâcher un peu le contrôle à ce niveau-là, je suppose. Pas forcément le contrôle, mais je suis plus dans l'accompagnement, quoi. Ouais. L'accompagner dans un monde que je comprendrai pas, mais qu'il comprendra mieux que moi. Tu imagines que c'est comme si on te demandait de montrer le chemin à quelqu'un qui connaît la route, et que toi, c'est la première fois que tu empruntes une route, et on te dit c'est à toi de montrer la route à la personne. Quoi. Ouais, angoisse. Bon, ben merci beaucoup à tous les deux pour avoir été présents. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Ça a été un podcast très intéressant. Tu m'as appris beaucoup de choses, et toi aussi. Toi également. Donc vous pouvez dire au revoir aux auditeurs. Au revoir. Au revoir et à bientôt au prochain épisode. Donc merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.